Euh, Sachant que voilà la composition du temps. Il va y avoir en gros jusqu'à 9h30 un échange entre Louis de Gouillon-Matignon qui anime, qui va jouer le rôle de modérateur et que je remercie sincèrement et chaleureusement d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Et puis Stanislas Maximin, Philippe Boissat qui vont tâcher, avec leur retour d'expérience, d'alimenter les réponses à tout un tas de questions qui se posent et qui sont liées au thème d'aujourd'hui, qui est le juridique et les applications du New Space. Après ces échanges, on aura une demi-heure de questions-réponses durant lesquelles vous pourrez adresser, en utilisant le chat, des questions écrites à Louis de Gouillon-Matignon, qui pourra les interpréter auprès des intervenants. On verra d'ailleurs si on ne peut pas tout simplement rouvrir la parole et inviter ceux qui ont des questions précises à poser à échanger directement en réactivant les micros et les vidéos. On va voir exactement comment ça se présente. Enfin, vous étiez un peu plus de 80 inscrits hier soir. Et donc, vous imaginez rapidement quel bazar ça peut devenir si on cède à cette envie évidente de céder la parole aux uns et aux autres. Voilà, je remercie encore une fois Louis, Philippe et Stanislas de leur participation et de leur gentillesse pour d'avoir accepté d'inaugurer avec ce premier webinaire ce que l'on espère devenir une série de petits déjeuners thématiques organisés par notre association 3AF. Louis, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. D'autant plus qu'il est un peu tôt, n'est-ce pas? Donc, c'est bien que tout le monde ait pu se connecter à cette heure-ci. Je vais encore attendre quelques minutes en présentant un petit peu le webinaire jusqu'à ce que tout le monde se connecte, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent dans le Zoom. Mais tout d'abord, pour commencer, je voulais vraiment remercier la 3AF d'abord, d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir abordé la question des nouveaux enjeux juridiques aujourd'hui qui se posent dans les activités du New Space notamment. On reviendra un petit peu sur toutes ces notions-là parce que je pense qu'elles sont importantes à définir. Je tiens également à remercier Mathilde Minet qui m'a aidé un petit peu à organiser cet événement et qui nous a permis de rentrer en contact avec les différents intervenants. Et puis, je, bien évidemment, tiens à remercier Stanislas d'avoir accepté, que je connais un petit peu, Stanislas Maximin, qui est entrepreneur donc dans le domaine du New Space, qui a une entreprise et maintenant une deuxième entreprise et qui pourra vous parler un petit peu de ses activités et de ses différents projets, ainsi que Philippe Boissat, que j'ai eu pour la première fois au téléphone il y a quelques jours et avec lequel j'ai pu échanger et qui, vous connaissez sûrement, est très actif sur toutes les questions spatiales depuis plusieurs années et qui donc voilà est le fondateur de l'institution 3i3S. On aura un peu l'occasion de revenir sur ces différentes activités également. Encore une fois, merci à tous de vous être connectés. Le webinaire va se passer de la façon suivante. Alors, c'est une première pour la 3F et comme l'expliquait Michel, on souhaite un petit peu inaugurer une série d'autres webinaires. L'idée étant voilà, que la 3F s'implique dans les questions du New Space. Et nous pensions que la question du droit était importante en ceci que elle est un peu structurante pour l'activité du New Space et c'est ce qu'on va voir. Elle est structurante d'abord sur le plan purement pratique, puisque aujourd'hui les activités du New Space sont encadrées et doivent être encadrées par le droit. Et ensuite, ces activités juridiques sont structurantes en ceci qu'elles donnent une dimension et une direction à nos activités spatiales. Choisir notre loi, c'est choisir la vision que nous voulons avoir pour les dites activités. Donc, merci à tous de vous être joints à ce premier webinaire, ce premier petit déjeuner webinaire, si je puis dire. La session va s'organiser de la manière suivante, comme l'expliquait Michel. On va avoir 1 heure d'intervention qui va être divisée entre Stanislas, Philippe et moi-même. Et ensuite, nous donnerons la parole à toutes les personnes qui souhaitent la prendre pour poser des questions, pour rebondir sur voilà, certains points que nous aurons pu aborder. Alors, je tiens à vous préciser, moi, je ne suis pas issu du monde militaire.
Je suis membre de la commission technique stratégie et affaires internationales de la 3F et je sais que j'évolue avec beaucoup d'anciens militaires. Mais voilà, ce webinaire va plutôt être, je pense, orienté sur les aspects civils du droit de l'espace et des activités du New Space. Je pense qu'on va mettre un petit peu de côté les activités militaires, même si on va les aborder, bien évidemment, mais ce ne sera pas, comment dirais-je, le principal de mon intervention en tout cas. Et ensuite, je voulais voilà, vous expliquer un petit peu que on est tous, enfin Stanislas et moi-même sommes jeunes, donc pardonnerez un petit peu parfois soit les imprécisions, soit les approximations. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. J'ai l'impression qu'il y a plus de participants qui rentrent, donc je vais commencer. Donc moi, je m'appelle Louis de Bouillon-Matignon. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je viens d'être diplômé docteur en droit. J'ai fait ma thèse en droit de l'espace. J'ai travaillé aux côtés du professeur Philippe Delbecq à la Sorbonne, qui était spécialiste du droit maritime, et un professeur américain qui s'appelle Christopher Johnson, qui travaille à la Secure World Foundation et qui est aussi professeur à l'université de Georgetown aux États-Unis. Donc, j'ai fait cette thèse sur les contrats de service en orbite, et je me suis intéressé, grâce à l'aide d'ailleurs de Philippe Clerc, que je salue, Philippe Clerc qui est en charge des questions éthiques et juridiques anciennement au CNES à Paris. De toutes les questions, je me suis intéressé à toutes les questions un petit peu modernes sur le droit de l'espace. Depuis à peu près 2 ans, j'anime un blog qui s'appelle Space Legal Issues, qui est un blog en anglais. J'écris en anglais pour bien évidemment avoir un rayonnement plus international sur les questions de droit de l'espace, d'autant que je pense que les questions juridiques liées au spatial ont forcément une dimension internationale. Et j'essaye dans ce blog-là de démocratiser le droit de l'espace et d'expliquer un petit peu aux gens de quoi il s'agit, parce qu'en général, quand je parle du fait que je fais du droit de l'espace, on me rétorque que je m'intéresse au contrat de mariage entre les aliens ou aux crimes commis sur Mars. Alors, c'est pas du tout ça. Il y a un peu de ça de temps en temps, et c'est drôle, mais le principal de l'activité, je pense, aujourd'hui d'un juriste en droit de l'espace, qu'il soit docteur, avocat ou diplômé d'une université en droit, c'est de nous intéresser forcément aux contrats qui vont organiser les dites activités spatiales d'un point de vue public, d'un point de vue privé et de manière générale, toutes les questions juridiques qui ont trait au lancement d'une activité entrepreneuriale, à l'organisation d'un projet autour du domaine du spatial, l'entrée en négociation par exemple avec les différents ministères, je pense notamment au dossier LOS sur lequel je reviendrai, etc., etc. Tout d'abord, et j'espère que je ne parle pas trop vite, excusez-moi, je vais revenir un petit peu sur la question du New Space et je vais me permettre de vous donner une définition que j'ai de façon assez rapide de, pour moi, l'évolution un petit peu historique de l'espace et donc du droit au cours des dernières années. J'ai choisi dans ma thèse de diviser la période depuis laquelle nous avons du spatial en 3. Je considère qu'il y a 3 grandes étapes en fait dans la conquête spatiale, et que ces 3 grandes étapes sont chacune accompagnées par une étape juridique. La première étape, je crois, est l'étape entre les années 50 et les années 80-90. C'est un petit peu l'étape de la découverte. On a les premières activités spatiales, avec bien évidemment le lancement du premier objet artificiel Sputnik en octobre 1957 par l'Union soviétique, qui est à l'époque en guerre avec les États-Unis d'Amérique. On a ensuite Yuri Gagarin, on a ensuite Valentina Tereshkova, et on va avoir plusieurs premières comme ça, entre les années 50 et les années 90. On va avoir les Américains qui vont poser le pied sur la Lune en 69. On va avoir de plus en plus de lancements d'objets spatiaux, des satellites, en général soit en orbite moyenne, soit en orbite géostationnaire. On va alors que peu utiliser l'orbite terrestre basse, ou sinon c'est vraiment à des fins purement scientifiques et exploratoires. Et à cette première phase un petit peu de découverte de l'espace, va se greffer une phase de découverte aussi un petit peu du droit, avec un droit qui va apparaître pour encadrer les dites activités spatiales. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête une minute. En fait, le droit de l'espace, c'est pas le droit qui s'applique à l'espace en tant qu'environnement. D'ailleurs, en droit, on n'a toujours pas vraiment défini le moment à partir duquel on est dans l'espace. Il y a un vieux débat qui tend à se poser la question de savoir si en fait l'espace c'est un environnement à partir de 100 km, à partir de 80 km. Aux États-Unis, on a retenu la frontière des 80 km. En Europe, en général, on considère qu'à partir de 100 km, on est dans l'espace. Bon. Mais le droit de l'espace, c'est pas le droit qui s'attache à l'espace en tant qu'entité environnementale, mais plus exactement aux activités spatiales.
Et d'ailleurs, si vous regardez les textes internationaux sur lesquels je vais venir, ainsi que la loi française sur les opérations spatiales qui date de 2008 et sur laquelle je vais également revenir, on se rend compte que ce sont vraiment les activités. Je dis ça tout simplement pour vous dire que, par exemple, parfois on a des activités sur Terre qui peuvent impliquer du droit d'espace. Par exemple, un lancement qui ne réussit pas, ça implique du droit d'espace, puisqu'il y a une tentative de lancement et donc il y a une tentative d'activité spatiale. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc à cette phase un petit peu de découverte de l'espace, il va y avoir une phase de création du droit d'espace. Et l'organe qui, en la matière, va un petit peu poser les bases, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui succède donc à la SDN à partir des années 40-45 exactement. La SDN va disparaître au profit de l'ONU, et l'ONU, sous l'impulsion des deux grands acteurs de l'époque, que sont les États-Unis d'Amérique d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, vont poser un petit peu les bases de ce que va devenir le droit d'espace. On va avoir des premières résolutions. Alors, il faut savoir que le système juridique dans les instances internationales est un peu particulier. Je ne vais pas y revenir parce que ce serait vraiment, ce sont des cours à part entière dans les programmes de droit. Mais il faut savoir que, de manière générale, l'ONU vote par consensus les projets. Voilà. Donc, on va avoir des premiers textes qui sont des résolutions qui vont apparaître à la fin des années 50, au début des années 60. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, début des années 60, on vient de terminer ce qu'on appelle l'année géophysique internationale, qui a eu pour objet la découverte, par exemple, de l'Antarctique, ou en tout cas, pas exactement la découverte, mais qui a eu pour l'objet d'avoir plus d'expérience en Antarctique, plus de coopération scientifique dans le monde. Et on pense que c'est un peu l'année géophysique internationale qui est à la base des premiers lancements de satellites, puisqu'il y avait une compétition à l'époque entre les Américains et les Soviétiques. Et c'est les Soviétiques qui vont remporter cette première manche. L'ONU, donc sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'Union soviétique de l'autre, va voter, ou plus exactement, va élaborer 5 conventions internationales qui sont un peu ce qu'on appelle les traités fondateurs du droit de l'espace. Et notamment un texte qu'il faut que vous reteniez, qu'on appelle un peu la Magna Carta du droit de l'espace, en ceci que c'est un peu un texte qui pose toutes les obligations générales du droit de l'espace. Ces 5 textes sont les suivants. Le traité de l'espace en 1967, qui est apparemment, qui est forcément le texte le plus fondateur et le plus important. On a très vite après, en 68, un accord sur les astronautes et sur le retour des objets spatiaux sur Terre. On a à partir de 72 une convention qui est très importante et qui, je pense, en termes d'importance, est la deuxième la plus importante dans la liste des 5, qui est la Convention sur la responsabilité dans le cadre des activités spatiales. On a en 75-76 une convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, puisque en droit international, il y a une vraie question autour de l'immatriculation, que ce soit les navires, qui soient en haute mer, qui soient dans les zones économiques exclusives, que ce soit les avions lorsqu'ils survolent des pays ou lorsqu'ils survolent des zones internationales, ou que ce soit bien évidemment l'espace avec les différents modules spatiaux qu'il faut enregistrer, qu'il faut immatriculer. Et enfin, à la fin des années 70 et au début des années 80, on a eu un texte qui est un texte un peu bancal parce qu'il n'a été adopté par personne, mais qui est très intéressant d'un point de vue juridique, puisqu'il va conférer à la Lune le statut de patrimoine commun de l'humanité. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du droit, on va accorder à quelque chose qui n'est pas vraiment une entité vivante, une dimension juridique et une dimension patrimoine commun de l'humanité. Et c'est sur le plan du droit vraiment intéressant. On a le traité sur la Lune. Ce traité sur la Lune va grosso modo venir reprendre un petit peu les grands principes qui ont été établis dans les années 60-70 par notamment le traité de l'espace en 67. Donc ces 5 traités onusiens, ces 5 traités du droit de l'espace vont vraiment avoir pour mission de fixer un cadre, d'abord d'une certaine façon pour réguler les activités spatiales d'un point de vue militaire, puisqu'on va interdire certaines opérations militaires, certaines implantations de bases, certains maniements et certains envois dans l'espace, par exemple, d'armes de destruction massive et autres, on va en reparler, et aussi d'un point de vue purement civil, mais aussi commercial. Et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ces 5 traités onusiens qui datent des années 60-70 ont déjà envisagé qu'à terme, il pourrait y avoir du commerce dans l'espace, ce qui bien évidemment n'existe pas au moment où on est en train de faire la conquête de l'espace, puisque c'est vraiment pour l'instant qu'une activité étatique. Le traité d'espace de 67, je vous invite à aller le regarder pour votre culture juridique et de manière générale pour votre culture. C'est vraiment un traité intéressant, c'est un traité qui est très bien rédigé. La version française et la version anglaise varient un petit peu, notamment sur les termes de l'appropriation, son article 2, ce qui a conduit notamment aux nombreux débats qu'on va aborder sur la question de l'appropriation des ressources spatiales. Vous êtes tous au fait que depuis 2015, 2016, 2017, entre les États-Unis, Barack Obama, le Luxembourg, maintenant les Émirats arabes unis et des sociétés américaines type Planetary Resources, etc., etc., il y a un peu une course
à l'appropriation des astéroïdes d'abord, qui aujourd'hui est un petit peu glissé vers une course à l'appropriation de manière générale des ressources sur la Lune, principalement l'eau pour en faire du carburant. Et aujourd'hui, c'est une société comme Momentus qui travaille sur la propulsion à eau pour se servir justement de l'eau que nous pourrions récolter sur la Lune. Mais l'ESA a produit un projet de la même manière. Les accords Artemis sur lesquels on va revenir se sont aussi positionnés, mais aussi l'hélium 3. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'interprétation linguistique des textes peut aussi conduire à une interprétation juridique divergente. Première étape, années 50-60 jusqu'à années 90, 5 traités onusiens. On va avoir une deuxième étape dans le spatial qui est un petit peu, comment dirais-je, les prolégomènes, si je puis me permettre, aux activités New Space. C'est un peu le début des activités New Space, c'est les années 90, années à partir desquelles on va commencer à avoir de plus en plus d'activités privées dans l'espace. On va commencer à avoir de plus en plus de projets de constellation. Ces années 90 correspondent en fait à la privatisation des télécoms. On va avoir des grands opérateurs comme France Télécom, comme Deutsche Telekom, comme British Telecom, qui vont un petit peu ne plus avoir le monopole, et on va avoir des entreprises qui vont émerger comme Free, SFR, Orange, etc. en France et puis un peu partout dans le monde. Et ces différents services de communication et de télécommunication vont avoir besoin notamment de ressources satellitaires et de ressources télécommunicationnelles en orbite géostationnaire. Donc on va avoir de plus en plus d'entreprises qui ont commencé un petit peu à être présentes dans les années 60-70, mais qui vont vraiment prendre de l'envergure. Des entreprises comme SES, des entreprises comme Eutelsat, etc., sur lesquelles on pourrait revenir. Mais on va vraiment, à partir des années 90, avoir une vague de privatisation des télécoms. Et on va commencer à avoir une première vague un peu de la commercialisation, avec bien évidemment aussi les services de télévision directe par satellite. On se rappelle tous des grandes antennes paraboliques qu'on mettait sur nos balcons, TPS et autres, pour pouvoir avoir la télévision par satellite. Et ces différents services vont être un petit peu la première étape de la commercialisation des services et activités spatiales. Et c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer dans les années 90, 2000, 2010, c'est ce qui va préfigurer la suite. Donc, dans cette période-là, on va avoir de plus en plus d'activités commerciales, de plus en plus d'acteurs commerciaux, et surtout, on va commencer à voir émerger différentes législations et différents textes qui vont commencer à aller sur le terrain non plus des États et sur le terrain de la responsabilité des États en matière de lancement, en matière d'opération d'un objet spatial et autres, mais plus sur les entités commerciales et comment est-ce que les entités privées, toujours bien évidemment sous la responsabilité des États, et ça c'est ce qui est prévu dans les textes onusiens, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je pensais en parler plus tôt dans la suite, comment est-ce que ces activités-là vont pouvoir se manifester et se structurer. Donc 60, 90, première activité, 90 jusqu'à 2010, on va dire deuxième partie de l'activité, et enfin on arrive en 2010 jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, 2010 jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le New Space, et c'est un petit peu le sujet de notre meeting aujourd'hui. On va entrer dans une période dans le New Space où on va avoir un petit peu l'hyper-privatisation des activités spatiales, et surtout, on va voir de nouveaux entrepreneurs qui en général sont issus du monde de l'Internet et qui ont fait en général fortune dans le monde de l'Internet, qui vont arriver sur le spatial et qui vont vouloir un petit peu révolutionner le spatial. On va avoir 3 acteurs en général dans les différents ouvrages qu'on peut lire et dans les différents articles qu'on peut lire. On parle des Space Barons en anglais, les barons du spatial, et en général on fait référence à 3 personnes. On fait référence historiquement, donc par ordre chronologique, à Sir Richard Branson, qui est à la tête d'une société qui s'appelle Virgin et qui va ensuite se lancer dans le spatial, avec 2 activités, et Philippe pourra revenir là-dessus, une activité de lancement de satellites avec une société qui s'appelle Virgin Orbital, et une activité de tourisme spatial qui s'appelle Virgin Galactic. Et là, on en revient sur la définition de l'espace. Petit clin d'œil à Virgin Galactic, ils ne volent qu'à peu près à 80 km d'altitude. Donc pour beaucoup, même si leurs astronautes reviennent et ils ont les wings d'astronautes sur leur veste, pour beaucoup, ils ne sont pas allés dans l'espace, d'autant qu'ils n'ont pas satellisé. Et que l'association des Space Explorers, l'ASE, l'association en fait des astronautes mondiales, demande à ce que pour être reconnu comme astronaute, il faut avoir réalisé au minimum une orbite autour de la Terre. Ce qui fait que d'ailleurs, Alan Shepard, lors de son premier vol retour, n'était pas considéré à l'époque comme un astronaute, à la différence de Yuri Gagarin. Donc, ça c'est le petit détail, le petit clin d'œil. On est avec Sir Richard Branson. On a ensuite, par ordre chronologique, une société qui va se fonder qui s'appelle Blue Origin. Blue Origin, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a fait de l'argent dans le domaine de l'Internet. Il a créé le site Amazon de vente en ligne et est devenu la première fortune mondiale au cours des dernières années.
Le projet de Blue Origin au début est un peu flou, mais l'idée, c'est de créer des lanceurs pour casser le marché du lancement et à terme aussi potentiellement créer une constellation, Kuiper, mais aussi du tourisme spatial avec la New Shepard, qui est une fusée avec une petite capsule qui permet de faire des vols suborbitaux, on y reviendra. Et enfin, the last but not least, le plus connu bien évidemment, Elon Musk, qui est un entrepreneur sud-africain qui a vécu en Amérique du Nord toute sa vie et qui a fait beaucoup d'argent dans le domaine de l'Internet en créant d'abord une banque en ligne qui s'appelait X.com et qui a fusionné avec un autre service bancaire et pour former PayPal, dont il a pris la tête et qu'il a ensuite quitté. Il a été en fait viré de PayPal, il a été viré à deux, trois reprises d'ailleurs. Et c'est grâce à l'argent qu'il aura fait dans PayPal qu'il va fonder SpaceX. Alors pour tous les gens qui disent que Elon Musk avait une vision de l'espace, etc. Et Philippe, toi qui connais personnellement, je crois, Elon Musk, tu pourras nous en parler, mais je crois qu'Elon Musk n'avait pas vraiment de vision au début de là où il allait sur l'espace. En fait, il avait rencontré des mecs de la Mars Society qui étaient un peu branchés à l'américaine, science-fiction et autres, et il s'était dit ça pourrait être drôle d'envoyer une expérience avec un petit peu de la vie sur Mars, une espèce de biosphère comme on avait eu le cas en Arizona dans les États-Unis, mais en modèle bien évidemment plus réduit. Et l'idée, c'était de pouvoir créer un petit peu une expérience sur Mars et quand il est allé voir les Russes, avec des gens qui l'ont accompagné, comme je crois il y avait Mike Carnieri, ou il y avait une autre personne j'ai oublié le nom, mais qui sont encore actifs dans le domaine du spatial, il s'est rendu compte qu'en fait les Russes le prenaient un peu pour un guignol et il s'est dit je vais faire le truc moi-même. Et c'est comme ça qu'il a lancé SpaceX en fait, avec un premier lanceur Falcon 1, ensuite un deuxième lanceur Falcon 9 et ensuite tous les projets qu'on lui connaît, bien évidemment Starlink, bien évidemment le Starship, bien évidemment le projet de conquête de Mars et de colonie martienne et tous les projets suivants, Tesla, qu'il n'a pas fondé. Hein. Je rappelle que Tesla n'a pas été fondé par Elon Musk. Il a rencontré le CEO de Tesla et le CEO lui a expliqué que la boîte se plantait et il a donc repris la boîte avec lui. Et donc voilà, c'est un parcours absolument génial. Elon Musk, juste pour la petite histoire, n'a pas inventé le concept de la réutilisation des boosters. On dit aujourd'hui que le réutilisable, c'est Elon Musk qui l'a inventé. C'est pas vrai. D'abord, dans les années 90, il y avait beaucoup d'entreprises qui le faisaient et qui avaient essayé. McDonald's, ou j'ai oublié le nom des boîtes américaines de l'époque, ça change tout le temps, ils fusionnent tout le temps, donc on oublie les noms. Mais il y avait déjà beaucoup de boîtes qui travaillaient sur le sujet. Et surtout, bien évidemment, le shuttle qui avait à plusieurs reprises essayé de récupérer les boosters pour des raisons, bien évidemment, de réutilisation, etc., etc. Bon. Dans ces années à peu près 2010 jusqu'à aujourd'hui, en fait, on va voir un peu une explosion des acteurs spatiaux avec de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure spatiale et de plus en plus d'entrepreneurs qui suivent un petit peu un modèle structurel sur le plan financier qui est toujours un peu le même, qui est celui de construire une start-up. L'idée étant de faire un petit peu les choses rapidement à l'américaine avec vraiment une volonté de vouloir monter très très vite et de lever beaucoup d'argent très vite. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont créées. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près au moins 200 entreprises qui veulent se lancer dans le lancement d'objets spatiaux. Il y a une cinquantaine d'entreprises qui se lancent dans les constellations. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ces différentes activités. Et toute cette phase de l'histoire du spatial, donc cette troisième phase, première phase années 50, années 90, deuxième phase 90-2010 et ensuite troisième phase 2010 à aujourd'hui, pose des questions sur le plan juridique. Elle pose des questions, cette période du New Space, donc cette période où en fait on a des entrepreneurs qui viennent un peu de tous horizons, qui se lancent dans le spatial avec du capital privé. C'est un petit peu ça la définition du New Space. Elle pose des questions parce qu'en fait il y a une multitude d'acteurs et que face à tous ces acteurs, il y a énormément de nouvelles questions juridiques qui se posent. Toutes ces questions juridiques, elles se posent d'abord d'un point de vue de structuration des activités spatiales et d'organisation des activités spatiales. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces acteurs? Comment ça marche? Et ensuite, ces questions juridiques, elles se posent sur les aspects de qu'est-ce que tous ces nouveaux acteurs apportent et quelles sont les nouvelles perspectives ouvertes par cette période du New Space. Et dans les très grandes lignes, pour synthétiser un petit peu et ensuite donner la parole à Philippe et à Stanislas, en gros, sur les questions de l'organisation, on va parler de ce qu'on appelle deux choses. On va parler de ce qu'on appelle le Space Traffic Management et on va parler du Space Situational Awareness. Et en fait, ces deux pans du droit sont deux pans qui ont pour vocation de nous interroger quant à l'organisation en orbite des activités spatiales. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une espèce de code de la route des activités spatiales? Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que les instances qui ont fondé le droit de l'espace, comme par exemple l'ONU dans les années 60-70, justement, a fondé ce droit de l'espace de manière à l'organiser, aujourd'hui n'ont plus vraiment de poids.
On parle de la fin de l'internationalisme et aujourd'hui, on parle un petit peu d'une régionalisation des volontés et des velléités juridiques. Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec les accords Artemis. Les accords Artemis, c'est le projet pour les Américains de retour sur la Lune. En réalité, ce sont des accords qui sont internationaux, mais ce sont surtout des accords qui ont une grande teneur américaine. Et ce qui est en train de se jouer un petit peu aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a plus d'internationalisme, c'est un petit peu une bataille du droit et c'est un petit peu une confrontation juridique. Donc le droit devient vraiment un outil pour pouvoir asseoir sa politique spatiale. Et d'ailleurs, on l'a très clairement vu avec Barack Obama, avec Donald Trump, et je pense qu'on le verra aussi avec Joe Biden dans le cadre des accords Artemis. Deuxième aspect, et ensuite je m'arrêterai là pour juste vraiment avoir ouvert les questions juridiques du New Space, toutes les questions que les nouvelles technologies qui apparaissent dans le cadre du New Space posent. Par exemple, est-ce qu'on a le droit justement d'aller sur des astéroïdes et de pouvoir prendre différentes minerais de ces astéroïdes et de s'approprier des parties des corps célestes? Est-ce que, par exemple, quand deux objets spatiaux s'arriment dans l'espace, dans le cadre de services en orbite, ce sur quoi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, il y a des questions juridiques, etc., etc. Je me fais un peu engueuler par Michel, donc je vais vite passer la parole à Philippe et je vous remercie pour votre attention. Et bien évidemment, je serai là pour reprendre s'il y a des questions par la suite. Philippe, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, pour essayer d'être un peu, comment dire, général par le fait que je n'ai pas du tout de notion juridique. Moi, je suis juste un pilote et un ingénieur. Donc, j'ai commencé l'approche du spatial en 3 volets. Comme l'a dit tout à l'heure très justement Louis, moi, j'ai le privilège d'être plus âgé. Donc, j'ai 3 volets. Le premier volet pour moi, c'est l'armée. Donc, je vais juste balayer en tant qu'utilisateur. Après, j'ai un deuxième volet, c'est la partie institutionnelle. Et le troisième volet, c'est le New Space. Donc, sur la partie militaire, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez compliqué. On a toujours à subir les lois ITAR et donc c'est assez complexe, y compris pour le New Space aujourd'hui, d'arriver sur le secteur militaire. Donc, Louis nous dira peut-être sûrement les points d'accroche qu'il y a sur ce sujet-là. Ce étant, les règles sont relativement claires, voire très, très claires. Par contre, la partie pénalisation du non-respect des règles ne l'est pas. On l'a bien vu avec certains pays qui ont détruit certains satellites qui n'ont jamais été sanctionnés sur le sujet. Donc, autant les règles sont bien établies puisque c'était important, et c'est d'autant plus établi que depuis Donald Trump, vous avez eu un passage très explicite sur maintenant une task force dans l'espace qui a été copiée par la majorité des pays qui sont à même de pouvoir monter une force spatiale, notamment la France dernièrement. Et là, les règles sont de plus en plus étayées et de plus en plus enrichies. Après, j'ai un autre passage qui est le passage institutionnel, puisque j'ai été patron de la partie multimédia pour un opérateur de satellite qui s'appelle SES, mais je l'ai été aussi pour un opérateur qui s'appelle Eutelsat. Et donc là aussi, les règles sont clairement établies et respectées, bizarrement, parce que là, c'est vraiment une approche commerciale très, très bien gérée. Donc, les segments spatiaux sont dédiés à chaque pays. Et ceux qui ne les exploitent pas les louent à d'autres pays. Et c'est vraiment très, très bien mis en place. C'est vraiment, je trouve, le modèle qui fonctionne le plus aujourd'hui dans le monde juridique. Et enfin, vous avez le New Space, puisque j'ai été jusqu'à dernièrement le directeur général d'une entreprise de software spécialisée justement dans le spatial. Et, J'ai une cours que je me suis inscrite à la 3AF, je mets plus de temps. Donc, quoi? D'accord, quand vous voulez. Donc, et donc, si vous devriez couper votre micro, s'il vous plaît. Agnès Leroy, je pense. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que dans le New Space, beaucoup de choses sont en train de naître, mais c'est pas encore, en tant qu'utilisateur, encore une fois, totalement bien cadré, parce que, en gros, si vous voulez, on va dire que tout le monde se base sur le premier texte qui a été mis en place en 1957. C'est les premiers tests juridiques qui ont été mis en place, où on dit en fin de compte, du moment qu'on ne nuit pas aux autres, tout va bien. Donc c'est à peu près l'approche.
Et on s'aperçoit que des nouvelles structures arrivent, notamment sur les imprimantes 3D, pour l'espace, ce genre de choses qui sont vraiment typiques du New Space. Et vous avez encore des zones d'ombre. Et encore une fois, les textes arrivent. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place la partie contrainte. Parce que c'est bien beau de mettre les choses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de juge de paix. Donc, c'est un peu ça la mécanique qui se passe actuellement. Et donc, moi, je suis là en tant qu'intervenant sur les applications spatiales et sur le New Space. Et donc, le titre que j'ai pour vous, là, c'est le fondateur de 3i3S, qui est un institut qui a été créé il y a maintenant plus de 15 ans, en 2005. Je l'ai créé avec une dame que vous connaissez tous qui s'appelle Claudie Agnuret. Et c'est vraiment spécifique sur les applications. Et on s'aperçoit que dans les trois panels, les trois volets que je viens de vous expliquer, qu'on est très, très heureux de voir qu'il y a un enrichissement total de la forme juridique, mais de l'autre côté, il n'y a pas la punition et il n'y a pas les contraintes. Et c'est ça qui est dommageable. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que tu veux peut-être parler un petit peu sur les aspects New Space? Tu as évoqué donc un petit peu les trois casquettes que tu as eues, militaire, opérateur de satellite et maintenant plus New Space. Est-ce que peut-être tu veux donner un peu ton point de vue et aborder certaines des questions qui aujourd'hui se posent sur le plan juridique dans le New Space? Est-ce que tu veux qu'on passe la parole à Stanislas? C'est comme tu veux. Oui, alors sur le plan juridique du New Space, aujourd'hui, ce que j'essayais de dire, c'est qu'en tant qu'utilisateur, parce que je n'ai pas de formation juridique, on n'a pas cette, comment dire, dichotomie très claire de quelles sont les règles à suivre. Ça, on commence à en avoir, mais elles se construisent jour après jour par rapport aux événements qui se mettent en place. Mais on n'a pas encore la contrepartie, c'est-à-dire le gendarme, en gros, pour faire court. On n'a pas de gendarme qui nous disent bah, « vous n'avez pas respecté les règles, voici la pénalité que vous encourez ». Et ça, c'est très compliqué parce que ce soit pour les lanceurs, ça devient de plus en plus compliqué. On voit bien aujourd'hui la partie qui rentre dans le New Space qui s'appelle le tourisme de l'espace. On n'a toujours pas d'autorisation en Europe. Les autorisations ne sont exclusivement aujourd'hui aux États-Unis. La seule chose qu'on a la chance de pouvoir faire, et encore sous des formes assez difficiles, c'est grâce à Nova Space, qui est donc des vols à G0. Autrement, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument aujourd'hui nous ouvrir de plus en plus la partie spatiale en Europe, particulièrement, parce que là, on souffre énormément. Thierry Breton essaye de mettre des choses en place, mais on voit bien, on a des soucis avec les constellations. Vous avez tous vu Starlink de notre ami Elon Musk, qui, lui, peut faire une constellation mise en place sur des accès Internet. Nous, on a loupé le rachat de OneWeb qu'on avait créé déjà, donc ça, c'est quand même assez pénible. Donc, et là, M. Breton est en train de monter un consortium pour essayer de refaire ce mécanisme. On a un nouveau patron de l'ESA, on a un nouveau patron du CNES qui sont plongés dans la réalité et dans la mise en place de choses très claires, mais on est en retard surtout. Je suis un peu désolé d'être un peu pessimiste sur le sujet, mais on est en retard sur l'IA, on est en retard sur le cloud, on est en retard sur toutes les applications actuellement spatiales et de l'activité spatiale du New Space. Il nous faut vraiment réagir, c'est fondamental. Et si on ne le fait pas, d'autres pays le font. Actuellement, vont le faire, pardon. Par exemple, vous avez l'Allemagne qui est en train d'exploser sur des mini-lanceurs. Vous avez pratiquement 5 startups, sachant qu'on ne peut pas appeler qu'OVH soit une startup, mais vous avez 5 mini-lanceurs qui sont en train d'ouvrir au niveau, mais Stanislas en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais sur la partie des lanceurs, mais vous avez aussi des constellations, de l'IA, du cloud. Il faut qu'on se réveille et il faut vraiment faire ce que M. Breton appelle de ses voeux, mais il va falloir le concrétiser, c'est de monter enfin une ESA qui ressemble à une NASA, avec un vrai donneur d'ordre. Aujourd'hui, nous ne sommes que des équipementiers du monde spatial. Et là, il faut vraiment que ça bouge. C'est vraiment urgent.
Peut-être, Philippe, je te remercie pour ton intervention et je te remercie pour ton point de vue sur le manque de cohérence et le manque de vision qu'on a aujourd'hui en Europe et sur le fait qu'on soit divisé. On y reviendra peut-être dans le cadre des questions, puisqu'il y a pas mal de questions qui sont posées sur le chat et je pense que c'est intéressant qu'on y revienne dans le cadre du débat. Tu parlais un petit peu des lanceurs, tu parlais du fait qu'il y a une explosion aujourd'hui des micro-lanceurs en Allemagne. On pense à ISAR, Aerospace, RFA, Rocket Factory, etc. Toutes ces boîtes-là qui sont en train de se créer. Je crois que d'ailleurs, il y en a une dont j'ai oublié le nom, il y a tellement qui aujourd'hui vient de décrocher un contrat ESA et qui est donc subventionné et qui va être soutenu par l'ESA, ce que l'on voit moins en France, alors qu'on a des acteurs qui aujourd'hui justement se battent pour avoir un accès à l'espace. Et j'en profite donc pour donner la parole à Stanislas. Merci beaucoup Stanislas d'être là. Juste un point sur ce sujet-là, c'est tout simplement parce que l'ESA est sous tutelle allemande et qu'on a des répartitions et des mauvaises règles dans l'ESA. L'ESA, il faut vraiment que ça change et c'est vraiment ce que Thierry Breton a bien compris, c'est qu'il ne faut plus avoir des répartitions. Majoritairement, l'année dernière, les contributions qui ont été reversées aux startups sont purement sur les Allemandes. Pourquoi? Parce que le président était allemand. C'est juste inacceptable. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire table rase de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et avoir l'ambition et la réalité de tout changer. C'est urgent. Stanislas, je te passe la parole. Tu as jusqu'à 9h30 pour peut-être te présenter un petit peu, nous expliquer tes deux activités et puis revenir sur toutes les… Merci beaucoup Philippe, merci Louis. Je préciserai, Philippe, je rebondis pour dire qu'en plus que le simple fait que forcément le président les a été allemand, c'est également que les entreprises ont touché le programme Boost et que le programme Boost, c'est simple, c'est pas l'argent de l'ESA, c'est pas l'argent des États membres, c'est de l'argent d'un État membre versé aux entreprises de cet État membre. Aujourd'hui, dans le programme Boost, la France a investi 0 €. Voilà. Juste pour faire cette parenthèse. Merci Philippe. Oui, pour me présenter rapidement, donc je suis le plus jeune de la bande, quand même très expérimenté. C'est un honneur de pouvoir être présent aujourd'hui. Merci beaucoup à la 3AF. Moi, globalement, donc c'est Stanislas Maximin. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Venture Orbital Systems, qui développe un tout petit lanceur, 70 kg de capacité en orbite basse, focalisé sur les nanosatellites. Nous sommes basés à Reims, on est une vingtaine de personnes à temps plein. On a créé une autre entreprise qui s'appelle Astreos, qui accompagne les opérateurs de nanosatellites dans l'envoi et toutes leurs missions de lancement, parce qu'un lancement, aujourd'hui, on parle souvent du prix au kilo et c'est oublier toutes les complexités autour, notamment régulation, licence, etc., qui rentrent dans ces enjeux juridiques qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et on travaille sur d'autres sujets, notamment assurantiels, dans l'espace. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Globalement, la thématique sur laquelle je souhaite intervenir, c'est quelle responsabilité ont les nouveaux acteurs par rapport au partage de l'orbite terrestre et comment est-ce que, et ça c'est mon hypothèse, ma théorie, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, comment la technologie et l'innovation vont aider à régler les problèmes que cette croissance exponentielle des acteurs pose. Alors bon, j'aime bien un petit peu surfer sur l'actualité. Là notamment, il y a 2 heures, on a eu une alerte de collision. Dans 13 heures, alors du coup c'était il y a 2 heures, donc dans 11 heures, 2 objets, un satellite d'observation météo de l'US Air Force et un 3e étage d'un Cosmos 3M vont potentiellement rentrer en collision. Le risque est de 20%, ce qui est énorme, avec une vitesse relative de 14,6 km/s. Et on considère qu'ils vont se rater à 10 mètres. C'est absolument rien, 10 mètres. Avant que ça arrive, moi, j'avais préparé déjà en janvier la liste du top 10 des approches qui étaient à moins de 400 mètres, ce qui est déjà peu. Pareil, à des vitesses dingues. Donc, des approches comme ça, Votre micro est coupé. Stanislas, t'as ton micro coupé. Autant pour moi, désolé. Donc je disais, Philippe et Louis ont bien
montrer qu'il y avait de nouvelles dynamiques dans le spatial. On vit donc une seconde course à l'espace, portée par des pays, mais à travers des initiatives de plus en plus commerciales. Cette course, elle entraîne des milliards d'investissements, 22 milliards d'investissements depuis les années 2000 dans le New Space. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter. Les entreprises sont pas prêtes de s'arrêter. Et forcément, un de ses premiers impacts, c'est les constellations de petits satellites. Aujourd'hui, un satellite, ça peut peser d'1 kilo, parfois moins, on le voit de plus en plus, hein, jusqu'à 500 kilos. Alors forcément, on continue à envoyer des satellites plus lourds, hein, mais l'orbite basse fait face à une augmentation drastique du nombre de ces satellites qui sont lancés et qui vont être lancés. Et donc les questions peuvent se poser, est-ce que l'orbite terrestre, l'orbite basse notamment, parce que on a des problèmes en orbite géostationnaire, mais l'orbite basse fait face à des problématiques encore plus complexes. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir tout le monde? Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde? Comment est-ce qu'on gère l'augmentation des approches à haute vélocité entre ces satellites qui se décalent? Comment on se décale? Et est-ce qu'on peut tout détecter à l'avance? Parce que pour l'instant, on détecte à l'avance. Très bien, est-ce que ça sera le cas dans le futur? Moi, je ne pense pas qu'on peut stopper l'innovation et que de toute façon, je ne pense pas non plus qu'on peut contraindre les États forcément, et surtout quand on voit qu'on a des intérêts entre les US, la Chine, l'Inde, etc., la Russie, qui sont très différents. Alors, quelles solutions juridiques, technologiques et politiques on a aujourd'hui et demain pour garder un partage durable de l'espace? Et j'ai donc confiance que les problèmes créés par ces technologies seront résolus en partie par la technologie. Alors, pour les chiffres, globalement, selon Euroconsult, on a 12 500 satellites prévus d'être envoyés d'ici les 10 prochaines années. Bon, même s'ils se plantent de moitié, on voit quand même que c'est énormément de satellites envoyés sur des orbites basses pour la grande majorité. On est à plus de 80 lancements par an. On va rapidement retrouver notre rythme croisière de 2014 à plus de 100 lancements par an. Bon, voilà, Louis l'a évoqué, on a 200 initiatives de petits lanceurs. Bon, allez, si on garde les sérieuses, on en a 15, mais c'est déjà énorme. 15 nouveaux lanceurs, ça veut dire que plus de 15 fois le nombre de lancements second étage en orbite, plusieurs fois par an. Et sachant que les étages supérieurs sont, on peut le voir avec les étages du Cosmos 3e aujourd'hui, sont des débris extrêmement dangereux. On a un nombre de débris déjà existants. Alors pareil, j'ai fait mes travaux à la maison. On a 34 000 objets qui font une taille supérieure à 10 cm, 900 000 objets d'une taille allant de 1 cm à 10 cm. Je rappelle qu'il est estimé qu'au-delà de 2 cm, globalement, un débris spatial peut traverser tout type de blindage. Donc la Station spatiale internationale, etc., ne peuvent pas arrêter ce genre de débris. Et plus de 128 millions d'objets, alors c'est une estimation, entre 1 mm et 1 cm, c'est suffisant pour détruire des panneaux solaires. Voilà, on a plus de 5500 lancements depuis 57, environ 9000 satellites envoyés dans l'espace, en orbite, plus de 5000 satellites toujours dans l'espace, 2000 en fonctionnement. Donc forcément, et des événements issus de fragmentation, plus de 500 depuis 57. Voilà, on voit, alors c'est des chiffres un peu chocs, mais on voit qu'on a des débris, on voit qu'il y a des accidents. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors qu'on envoie de plus en plus de satellites, des satellites en plus qui sont pas, ils sont pas faits pour durer 15 ans dans l'espace, hein. Aujourd'hui, un CubeSat, c'est entre 2 et 4 ans, peut-être 5. Et ensuite, c'est un satellite qui peut faire 4 kg, 5, 6 kg. Qui n'a pas forcément de plan et qui est certes en orbite basse, qui va donc plus ou moins retomber dans les 25 à 30 ans qui vont arriver. Mais forcément, c'est un risque. C'est des orbites, au-delà de ça, qui sont supérieures à celles de l'ISS. Donc, c'est des risques concrets et qu'on a de plus en plus. Maintenant, tout ça, c'est un enjeu géopolitique. On ne peut pas limiter l'accès à l'espace à l'échelle nationale. Enfin, si, on peut, hein, mais chaque pays défend ses intérêts et ceux de ses entreprises dans ce secteur stratégique. Au-delà de ça, l'espace, c'est loin d'être un simple espace commercial. On a d'innombrables approches volontaires de la part de satellites chinois, US, russes, peut-être français, vers d'autres satellites. Donc, en plus d'augmenter les risques de collision, on voit qu'on peut analyser le partage de cet environnement uniquement d'un point de vue commercial institutionnel. Et forcément, ça impacte la nature des régulations et des autorisations. Là-dessus, mes deux co-orateurs pourront mieux l'expliquer que moi. On remarque notamment la Federal Communication Commission aux États-Unis, l'organisme qui délivre les licences, plutôt portées vers les initiatives massives comme Starlink de SpaceX ou Kuiper d'Amazon. Voilà, on parle de SpaceX, c'est plus de 32 000 satellites. Alors on verra, mais ils en sont déjà à plus de 1200, 1300, je crois, en ce moment. Kuiper, même principe, des milliers de satellites dans l'espace. Puis c'est pas des petits satellites, hein, c'est du satellite qui fait du 200 à 250 kilos.
Cependant, quand même, on a des régulations qui arrivent au niveau international. La France est en train de retaper sa losse. Il y a des experts dans le chat, je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'irai pas plus loin là-dedans. Les US vont également retravailler les différents requis et les règles de bonne conduite, mais on voit la différence. C'est-à-dire que là où nous, on va réduire, enfin, on va encore plus être contraignant, et je pense que c'est une bonne chose, les acteurs américains, eux, vont à peine arriver à notre niveau de contrainte qu'on a aujourd'hui pour tout ce qui est des orbitations, des satellites, les contraintes. Forcément, en orbite basse, hein, forcément, on voit la grande différence, la disparité entre les États. Et dans ce secteur concurrentiel, je pense pas qu'on parviendra à faire asseoir tout le monde à une même table pour s'accorder ensemble sur des pratiques plus durables. En tout cas, je pense qu'on aura du mal, mais je félicite quand même les nouvelles régulations qui montrent des avancées dans ce sens-là. Je pense que le droit spatial évolue avec son temps. Tu l'as montré, Louis, et peut couvrir une partie des problématiques auxquelles nous faisons face. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que au rythme auquel SpaceX, alors je parle de SpaceX, hein, c'est les plus visibles, mais enfin, on envoie des centaines de satellites sans même que SpaceX soit là. Hein. Mais quand on voit le rythme auquel SpaceX envoie des centaines de Starlink par mois, plus tous les lancements à côté, on voit bien la limite de cet encadrement. Aujourd'hui, dans 2 ans, SpaceX, ils auront 2000, 3000, 4000, 5000 satellites en orbite, c'est-à-dire près du double, voire du triple de satellites, autres que la constellation Starlink actif. Donc, même si ces entreprises se comportent parfois comme des cow-boys, on se souvient quand même de l'interaction entre un satellite Starlink et Aolus. Alors, c'était l'année dernière ou en 2019, je me souviens plus. Où globalement, il y a eu une approche dangereuse, enfin, un risque d'approche dangereuse entre ces 2 satellites en orbite assez basse. Et globalement, si je me souviens bien, l'ESA avait envoyé quelques mails à SpaceX pour leur dire de bouger leur satellite Starlink. Parce que bon, quand même, hein, entre bouger un satellite de 200 kg et un satellite d'observation terrestre coûtant des centaines de millions, voilà, il y a, je pense, une priorité. SpaceX n'a pas répondu, ce qui fait que l'ESA a dû faire une manœuvre d'évitement sur Aolus, réduisant donc forcément sa durée. Il est en orbite très basse, hein, donc ça réduit sa durée de vie. Sa capacité de faire d'autres manœuvres d'évitement dans le futur également. Maintenant, bon, ça fait beaucoup de bruit, mais on voit que de plus en plus d'acteurs sont de plus en plus sensibilisés par ce qu'on appelle le space sustainability, donc cet aspect durable du partage de l'espace. Et on comprend rapidement que si on veut tous continuer à évoluer, si on veut un milieu spatial qui peut fleurir, on va devoir trouver des solutions aux problèmes que nous créons. On va devoir se responsabiliser. Mais ce qu'on remarque, c'est que de nouvelles initiatives interviennent pour trouver de nouvelles façons de faire. Déjà, et c'est la base, et Louis, tu en as parlé, hein, l'analyse et le suivi des objets spatiaux, c'est plus réservé aux institutions. On voit des entreprises se spécialiser en Space Situational Awareness, le SSA, comme par exemple en France, hein, pour les citer, Share MySpace ou Spaceable, des startups. Je vous recommande d'ailleurs les bulletins de Share MySpace. Certaines de mes données viennent d'eux, qui sont gratuits tous les mois. Le Space Situational Awareness, ça permet d'identifier et de prévenir les risques de collision pour qu'on puisse prendre des actions pour éviter le drame. Alors, quand on peut, là on voit qu'avec les 2 satellites, je ne sais pas si le satellite de l'US Air Force a une capacité d'évitement, mais ce qui est sûr, c'est que l'étage supérieur de Cosmos, lui, il n'en a pas. Donc, forcément, il y a des cas où on ne pourra pas éviter le drame. Faut se dire qu'aujourd'hui, l'espace, c'est quand même une autoroute à 130 où on n'a pas le droit de lever le pied de l'accélérateur, on peut juste un petit peu tourner son volant, et où il y a des intersections sans feu environ tous les 30 mètres. On voit rapidement la façon dont ça devient compliqué de garder tous ces acteurs-là et de réguler tous ces acteurs-là pour éviter qu'il y ait des collisions. Et on voit bien également que forcément, si on a un accident sur cette autoroute à 130, il y aura plusieurs automobilistes qui seront concernés. Mais bon, on voit la création aujourd'hui de nouvelles solutions, je l'ai évoqué, notamment de nouvelles solutions qui poussent, voilà, via Share MySpace, Spaceable, à analyser et à prévenir. Et une fois que ça s'est fait, on a de nouvelles technologies qui permettent d'effectuer l'action, qui est l'évitement, qui permet malgré tout de subvenir, parce que comme on voit qu'on ne va pas tellement limiter l'envoi de satellites, il faut bien se dire comment est-ce qu'on va faire pour limiter maintenant, déjà pour gérer ces constellations et pour éviter que les satellites se rentrent entre eux. Donc on voit la création de nouvelles technologies comme des propulseurs ioniques et électriques qui sont adaptables aujourd'hui sur tout type de satellite. Ça fait maximum un cube de 10 cm maintenant, le plus petit d'entre eux. Ça apporte aux satellites, même aux plus petits, une capacité de déplacement.
une capacité de maintien en orbite et une capacité d'évitement. De plus en plus, la technologie évolue. On pourra même envisager potentiellement des capacités de désorbitation, ou en tout cas d'accélération de la désorbitation en fin de vie. C'est aujourd'hui pareil, on peut citer des belles boîtes en France, on a Comat, on a Exotrail, on a Thrust.me également qui travaille là-dessus, mais c'est pas les seules technologies qui existent. On a également la technologie de plasma brake, c'est un système qui utilise la force de Coulomb pour freiner le satellite une fois la mission effectuée, pour accélérer sa désorbitation. On a également des panneaux solaires orientables qui permettent de faire une traînée différentielle, même sur des CubeSats, et donc permettant de potentiellement faire des manœuvres d'évitement. C'est pas aussi flexible qu'un propulseur, mais c'est déjà ça. On a également, et c'est un peu plus early stage, mais on a également des voiles solaires, qui sont des technologies encore un peu jeunes, mais très prometteuses, utilisant le soleil pour créer une faible poussée. Ça peut être envisagé potentiellement, et également pour faire des manœuvres et pour se désorbiter. Je te remercie pour ce clin d'œil, Stanislas. Je peux bien évidemment parler de Gamma Space en France, présenté par Louis. Non, mais j'y crois vraiment. Est-ce que Stanislas, tu veux, on me dit dans mon oreille interne, de peut-être revenir sur les sujets un peu plus juridiques. On a eu beaucoup de questions. Bien sûr, je comptais y venir. Et super. Alors vas-y, je te laisse. Voilà, forcément, je suis pas un expert des aspects juridiques. Par contre, niveau technologique, je commence à avoir une certaine connaissance de ce qui se fait. Et ce que je vois maintenant, c'est la collision entre ces nouvelles technologies et les nouveaux enjeux juridiques. Et la façon dont les deux travaillent et vont travailler, je pense, main dans la main dans le futur, pour mettre en place de nouvelles contraintes qui sont nécessaires, mettre en place de nouvelles régulations. On a vu notamment une initiative qui va apparemment pas forcément se mettre en place, elle était assez contraignante, mais qui était de dire, globalement, tous les satellites qui n'ont pas de capacité d'évitement, donc via plasma brake, via panneaux solaires, via propulseurs, devront être envoyés en dessous de 400 km, en dessous de l'orbite de l'ISS, pour ne pas poser de risque. Donc bon, ça va pas se faire finalement, mais on voit les intentions qui sont de se dire on utilise les nouvelles technologies pour créer de nouvelles régulations qui sont contraignantes, mais quand même qui s'adaptent par rapport à ce qu'aujourd'hui les acteurs, à la façon dont les acteurs s'équipent, est basée sur ces évolutions technologiques. Donc je pense que ça va offrir aux régulateurs de nouveaux moyens, de nouvelles façons de faire. Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis on voit également de nouvelles intentions comme Astrosky qui veut même désorbiter des débris. Alors forcément, ça demande un petit peu plus d'énergie et d'argent, mais voilà, un petit peu pour toutes les technologies qui existent. Merci beaucoup, Stanislas. Merci beaucoup pour cette présentation et d'un point de vue de ton expérience. Ceci, tu es entrepreneur dans le domaine du spatial et ce panorama un petit peu sur les différentes activités. Je vais reprendre un petit peu, donc je vais reprendre un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées et je pense qu'on va petit à petit y venir dans la mesure où Philippe et Stanislas ont un petit peu terminé, mais je vais reprendre un petit peu le titre de notre conférence, c'est les enjeux juridiques du New Space. Forcément, c'est un titre qui est un petit peu large et vous doutez bien qu'en l'espace d'1 heure plus 30 minutes de questions, on ne va pas réussir à aborder tous les sujets. Je crois que ce qui est vraiment important à retenir dans le cadre de cette discussion, c'est que depuis à peu près 15 ans, 20 ans, on a de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. On a un panorama des relations internationales qui a changé et qu'on a des nouvelles technologies qui sont testées dans le cadre des activités spatiales et que le mélange un petit peu des nouveaux entrants, d'un panorama mondial qui change et de nouvelles technologies qui sont testées et mises à l'épreuve, forcément pose des questions sur le plan du droit. Et d'aucuns d'ailleurs pensent que le droit est un peu en retard et j'ai beaucoup aimé parce que, et là c'est vraiment cocorico, il y a pas mal de gens qui sur le chat ont parlé de la loi française sur les opérations spatiales, la loi relative aux opérations spatiales qui a été donc adoptée le 3 juin 2008 et qui est une loi qui est assez complète et comme le disait je crois l'un des Nicolas dans le chat, c'est une loi qui est hyper observée à travers le monde. On pourrait revenir un petit peu sur les détails de cette loi. Philippe Claire, avec lequel j'ai un petit peu travaillé et qui m'a conseillé dans le cadre de ma thèse, a énormément œuvré pour cette loi. C'est l'une des personnes qui est un peu à la base et qui a été un peu structurante dans ce projet de loi. C'est une loi qui aujourd'hui va être très légèrement modifiée, c'est ce dont tu parlais Stanislas. On pourrait y revenir, mais de manière générale, j'aimerais bien revenir sur la question des enjeux du New Space. Je crois que sur les enjeux du New Space, il y a vraiment d'un côté l'organisation des activités spatiales, avec vraiment ce dont on a parlé sur le Space Traffic Management et le Space Situational Awareness. L'idée, c'est qu'il faut vraiment réussir à mettre
une espèce de code de la route orbitale. Et bien évidemment, là, il y a 3 grandes couches orbitales. Il y a l'orbite basse, l'orbite moyenne et puis l'orbite géostationnaire. Il y a aussi une orbite haute qui n'est pas vraiment l'orbite géostationnaire, mais qui est vraiment peu utilisée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une espèce de code de la route pour pouvoir mettre un petit peu tout le monde d'accord. Et de l'autre, il y a regarder aux nouvelles applications, regarder aux nouvelles technologies et voir comment ces nouvelles technologies posent des questions juridiques. Si par exemple, j'ai un satellite, ça a été le cas avec Intelsat et MEV1, qui vont s'opérer l'un l'autre pour y effectuer différents services, du refueling, du repairing, du reorbiting et autres, même du reprogramming, comment est-ce qu'on va faire pour organiser ces questions juridiques? Qui vont être les acteurs responsables? Qui vont être les acteurs qui vont être considérés comme opérateurs du satellite au moment d'opération spatiale, au terme des différents pouvoirs et au terme de la notion un peu fondamentale de l'opérateur spatial? L'opérateur spatial, c'est un peu l'entité qui, dans l'espace, est responsable de ses activités. Et toutes ces questions juridiques vont forcément arriver et de plus en plus de textes, de plus en plus de recommandations sont faites. On a beaucoup parlé de la question des débris spatiaux. La France s'est positionnée sur la question des débris spatiaux dans le cadre de la LOS. L'ESA s'est positionnée dans le cadre de guidelines. L'ONU s'est positionnée dans le cadre de guidelines. Il y a beaucoup d'associations qui sont des associations qui sont tierces, qui n'ont pas la structure d'organisation internationale, mais qui sont très présentes. Je pense au SGAC ou d'autres, ou IAC qui travaillent sur ces questions un petit peu des débris spatiaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de questions juridiques, il y a quand même un suivi juridique et il y a quand même une adaptation petit à petit qui est certes lente des questions juridiques aux nouvelles applications. Je pourrais y revenir plus dans les détails si vous voulez, et je voudrais juste aller sur ce dont Philippe, tu as parlé, la question de la vision un petit peu de l'Europe. Alors je te laisse la parole, tu lèves la main, vas-y Philippe. Juste une petite remarque. Aujourd'hui, effectivement, on a un gros cocorico dans le monde de l'aéronautique, c'est celui qu'on a fait sur les lois du drone, puisque là, on a vraiment réussi à faire quelque chose non seulement de vraiment fantastique, mais copié par la planète entière, parce que vraiment, ça fait force de loi. Par contre, sur le spatial, on est malheureusement, et c'est ma perception, on est suiveur. Parce que regarde, aujourd'hui, Starlink, on subit ce qui se passe. On n'est pas du tout dans une mécanique où juridiquement on peut faire quoi que ce soit. Stéphane Israël en a beaucoup parlé parce que pour lui, c'est un hold-up qui s'est passé. Mais tout ça, ça a été fait avec un autre sujet qui est vraiment différent du New Space, c'est l'appui de l'aspect militaire. Parce que Starlink, c'est aussi un enjeu géomilitaire. Donc, les États-Unis n'ont pas permis de mettre autant de satellites dans l'espace si ce n'est pas pour compenser aussi des stratégies militaires. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce que la France, même si on fait des propositions, même si les gens ont fait, il faut qu'on devienne comme je l'ai signalé en premier lieu, une référence comme pour le drone. Ce qui malheureusement aujourd'hui, on n'a pas la place. Il faut vraiment qu'on s'impose. C'est mon opinion. Je te remercie Philippe. Sur d'ailleurs les questions militaires, on a Jean-Louis qui nous a posé une question. Ça fait très radio énergie, genre ouais, Jean-Louis qui nous pose une question là. Pardonnez-moi, mais on se plie, n'est-ce pas, aux conditions du moment. La France, les États-Unis se sont dotés d'un commandement de l'espace. Qu'en est-il de cette militarisation de l'espace? En effet, c'est vraiment l'un des gros sujets aussi du New Space et de la réglementation spatiale. Là, on est sur des sujets que moi je maîtrise moins, qui sont des sujets qui sont plus complexes, puisqu'ils impliquent d'autres enjeux, donc pas simplement des enjeux économiques ou des enjeux technologiques, mais des enjeux de souveraineté, des enjeux des défenses nationales, etc. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et dans la mesure où je sais qu'à la 3F, il y a beaucoup d'anciens militaires, si ce n'est quasiment que ça, je vais éviter d'aller sur ce sujet-là pour ne pas me faire engueuler sur le chat et pour ne pas dire de trop de bêtises. Mais dans les grandes lignes, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans le spatial. Sur les aspects militaires, il y a des opérations qui sont menées, et c'est vrai que le cadre n'est pas exactement défini. Par exemple, la notion de faute dans l'espace, elle est très difficile à définir. Alors, quelqu'un a justement très intelligemment posé la question de la définition de la faute. Alors, la définition de la faute, c'est un peu complexe parce que, en gros, un système juridique reflète une culture. D'abord, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, forcément, les règles et les définitions des dites règles ne sont pas les mêmes dépendamment des espaces historiques et culturels desquels vous êtes issus. En France, par exemple, nous, on a un petit peu deux définitions de la faute. En France, on a une définition de la faute qui est une définition plutôt civiliste et plutôt contractuelle, c'est-à-dire, dans le cadre de relations contractuelles, si je commets une faute, qu'est-ce qui se passe ?
Mais on a aussi une notion dite quasi-délictuelle ou extra-contractuelle de la faute. Et là, on engage plutôt sa responsabilité pénale en général, soit contraventionnelle, soit délictuelle, soit criminelle. L'idée, c'est que, de manière générale, pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas juristes, il faut comprendre la faute comme étant l'action ou l'omission d'une personne qui a pour objet de préjudicier une autre. C'est-à-dire que si moi je fais quelque chose ou je me retiens de faire quelque chose et que ceci a pour objet de préjudicier une autre personne, on peut considérer qu'il y a une faute. Il y a un article qui est anciennement 1382, qui est actuellement 1240 dans le Code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ça, c'est un peu le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle. Et l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où on a un comportement qui porte préjudice à un tiers, on est dans le cadre de la notion de faute et donc on est dans le cadre de l'engagement d'une responsabilité. Mais ça c'est d'un point de vue théorique. Donc sur la question, par exemple, de la collision potentielle qu'il y a eu, en effet, c'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière, entre un satellite de l'ESA et un satellite Starlink. Est-ce qu'il y a eu une faute quelconque? Est-ce que, par exemple, l'opérateur Starlink, en plaçant sur telle ou telle orbite, n'avait pas justement un peu à l'idée, en sachant qu'il y aurait une potentielle collision, qu'il y avait des risques en plaçant sur cette orbite? Est-ce que l'ESA n'aurait pas dû le prendre plus? Et là, on entre sur le terrain de la recherche de la preuve et on rentre sur un terrain qui est beaucoup plus complexe en droit, c'est qui est réellement fautif. En effet, on en a parlé, il y a eu 5 traités fondamentaux en droit de l'espace. Ces 5 traités fondamentaux, dont le traité de l'espace de 67, qui est un peu la Magna Carta, encore une fois, je le répète, du droit de l'espace, pose un petit peu des grands principes. Mais la notion de faute dans l'espace, elle n'a pas vraiment été définie. Alors, bien évidemment, c'est pas parce qu'elle n'a pas été définie dans le cadre du droit de l'espace qu'elle n'a pas été définie de manière générale en droit. Bon, ça, c'est un premier sujet. On pourrait considérer qu'il y a une faute en droit. On pourrait considérer que le système juridique accepte qu'il y ait une faute. Mais ensuite, il y a la preuve. Et ensuite, il y a quelle est l'instance, quelle est l'institution qui va pouvoir traiter de ce genre de conflit. Et comme on le voit aujourd'hui, les institutions, il y a quelques institutions internationales, mais qui sont un peu dépassées et qui sont moins à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a des cours, entre guillemets, internationales. Il y a des cours qui sont là pour régler des différends internationaux, mais qui, en général, ne sont pas vraiment consultés. En général, on va plutôt faire de l'arbitrage en ce type de litige, mais en fonction des différentes institutions auxquelles vous allez vous référer, vous n'allez non plus pas avoir forcément les mêmes réponses, puisqu'il va y avoir des intérêts privés qui vont être défendus, etc. Donc, c'est vraiment comment dirais-je, une question assez complète, celle de la notion de faute dans l'espace. Je pense notamment à l'un des satellites franco-italiens qui avait été espionné par un satellite russe. À la suite de ça, d'ailleurs, le ministre des Armées avait parlé et avait dit que la France devait se positionner. Et 1 an après ça, au moment où Donald Trump avait annoncé la création de la Space Force, Emmanuel Macron ainsi que Florence Parly annonçaient la création du commandement d'espace, qui faisait suite au commandement interarmé d'espace et qui maintenant est partie intégrante de l'armée de l'air et de l'espace. Toutes ces notions-là, elles sont en train d'arriver et il faut encore une fois remettre un petit peu le sujet dans son contexte historique et comprendre que le droit est toujours un petit peu à la ramasse, il est toujours un petit peu en arrière, sauf pour le traité de 67, qui est vraiment un traité fondamental et qui a prévu l'obligation pour les États notamment de délivrer des autorisations à leurs acteurs économiques privés pour se livrer des opérations spatiales. Ce qui d'ailleurs a été repris dans la loi sur les opérations relatives aux opérations spatiales du 3 juin 2008 et qui prévoit que la France doit donner des autorisations administratives. On doit remplir un dossier LOS. Comme Stanislas l'a un peu évoqué, en plus d'être sur les aspects juridiques du droit, j'ai créé récemment, il y a 6 mois, une entreprise qui s'appelle Gamma et dont l'objectif est de créer des voiles solaires. Je crois que la technologie de la voile solaire peut nous aider à faire de l'exploration deep space, mais de manière low cost. Je pense que pour aller sur Vénus, autour du Soleil, sur des points de Lagrange ou autres, on n'est pas obligé de faire des missions qui coûtent des milliards de dollars et sur lesquelles, en général, l'Europe n'est pas assez présente. On peut trouver des solutions un peu cheap et alternatives. Et je pense que les voiles solaires, même si elles sont plus lentes, peuvent nous permettre d'avoir des missions un peu deep space low cost. Pour toutes ces questions-là, notamment sur ces questions, justement, de dossiers spatiaux, de lois sur le relatif aux opérations spatiales, on a quand même des choses qui sont mises en place avec le ministère des Affaires étrangères, avec le CNES, qui est un interlocuteur auprès des jeunes entreprises et qui aide justement les jeunes entreprises à se structurer d'un point de vue légal. Donc, ce que je voudrais dire, sans trop rentrer dans les détails ni de la LOS, ni de la militarisation de l'espace, ni de manière générale de tous les enjeux juridiques du New Space, c'est que on a quand même aujourd'hui des initiatives qui certes sont un peu éparpillées et éclatées et qui ont tendance à promouvoir justement la position de la France et de manière générale d'autres pays sur certaines des questions juridiques. Après, là où Philippe, toi tu as abordé un point qui est vraiment intéressant et qui peut-être glisse du juridique plus au politique, c'est la question de la cohésion, de la cohérence et de la vue d'ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vue d'ensemble sur les questions spatiales et est-ce qu'il y a une vision spatiale européenne?
moi, j'en ai pas vraiment la pression. Il y a certaines choses qui sont faites au niveau de l'ESA pour le vol habité, certaines choses qui sont faites pour l'exploration spatiale et pour les lanceurs, mais de là à dire qu'il y a une vision qui soit établie, qui soit cohérente, avec notamment cette question des retours géographiques dont et toi, Stanislas, et toi, Philippe, avez parlé, je pense qu'il y a des questions à se poser. Et Philippe, tu lèves la main, donc je te laisse la parole. Tu es coupé. Philippe, t'es coupé, on t'entend pas. Oui, je disais qu'on a juste un tout petit problème qui est à mon avis très très grave. C'est le fait que nos dernières startups dans le monde de l'aérospace et de la défense, elles datent de 1968, qui sont arrivées à un sommet international. C'est Safran et Airbus. Depuis, on n'a aucune startup qui n'arrive à monter. Pourquoi? Parce qu'au-delà du problème juridique, il y a le problème des finances. Nos entreprises de 440 en France, par exemple, ça va de Saint-Gobain, la plus vieille, jusqu'à, je viens de le dire, Airbus et Safran. Une start-up, alors qu'en opposition à ça, comme le cadre juridique et financier est complètement différent aux États-Unis, leurs start-up, elles ont moins de 15 ou 20 ans, que ce soit des Google ou autres, c'est des sociétés qui sont vraiment très, très jeunes. Donc, nous, on a ce problème-là, c'est que nos start-up n'arrivent pas à monter. Le Premier ministre a annoncé il n'y a pas très très longtemps le fait qu'on était pratiquement le numéro 1 ou le numéro 2 des innovations. Certes, c'est vraiment extraordinaire, mais il faut concrétiser derrière. Et le modèle financier et le modèle juridique ne permettent pas aux startups d'exploser. Et c'est ça notre souci. Aujourd'hui, on voit bien la caméra sur Persévérance, une sur 9, bien évidemment, mais une importante. On se retrouve dans un mécanisme de provider. On n'arrive pas à monter, et parce que tout le mécanisme et le carcan financier et juridique ne le permet pas. Et c'est ça qu'il faut absolument faire exploser. Est-ce que Stanislas, tu veux réagir ou est-ce que quelqu'un peut peut-être poser des questions? Merci Émilie d'avoir rappelé que la LOS pose les principes de la responsabilité pour faute sur Terre, au-dessus de l'espace aérien, au-dessus des eaux internationales et dans l'espace. Mais encore une fois, c'est vrai que la notion même de faute n'est pas définie. Donc c'est ce dont on parlait juste avant, c'est comment est-ce qu'on va caractériser une faute dans l'espace. Je dis au passage, s'il y a des juristes, il y a un beau sujet de thèse là-dessus, la faute dans l'espace, qui pourrait être un beau sujet qui pourrait apporter. Est-ce que Stanislas, tu as d'autres remarques à faire sur ce qui vient d'être? Non, je pense qu'on a plus ou moins le même point de vue avec Philippe. Donc non, je suis très d'accord. Mais bon, c'est clair que je pense je parlais moi d'équilibre entre les États, c'est-à-dire en parlant que chaque État va plus ou moins réguler. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je pense qu'il y a une base de ça. Je ne sais pas si on va réussir comme lors du traité de l'espace à se réunir et tous s'accorder sur les mêmes points. Ça va être compliqué, déjà que ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Du coup, forcément, le plus l'Europe prend du retard, le moins on aura notre mot à dire lors des échanges internationaux. Aujourd'hui, je pense en effet que c'est se mettre le doigt dans l'œil que de se dire que Safran, Airbus DS, Thales, etc. représentent le futur du spatial. Oui, à un certain niveau, à un niveau qui est leur niveau d'excellence qu'ils ont depuis de nombreuses années et sur les programmes qu'ils mènent. Maintenant, c'est plus forcément eux qui rayonnent à l'international. Aujourd'hui, qui rayonne à l'international au niveau spatial, c'est SpaceX, c'est dans le futur Blue Origin, c'est Planet Lab, c'est Spire. Alors, on a des belles boîtes en Europe, on a ESA, etc. Mais voilà, nous, on a 5 à 10 ans de retard sur certains sujets. On n'investit pas et on continue, et Philippe vous avez raison, on continue sur notre lancée à devenir des équipementiers, sauf que au lieu d'être des équipementiers de l'Europe, on va devenir des équipementiers du monde. Donc, voilà, et forcément, on va perdre notre place internationale, alors que je le rappelle, la France était une des premières puissances mondiales il y a encore quelques années de ça. Et puissance mondiale, alors de base, mais puissance spatiale, avant d'être une puissance mondiale. Voilà. Donc, Merci beaucoup Stanislas. Je vais dire deux choses. Premièrement, sur la question de l'Europe, moi je pense que aussi, je vais peut-être être un tout petit peu moins pessimiste que vous. Moi je pense que le fait que justement l'Europe n'ait pas forcément une position de leader, mais plus exactement une position un petit peu de partenaire avec toutes les autres agences du monde, je pense que ça a un aspect aussi positif. Je rappelle que justement, grâce à la position européenne et française,
À l'époque de Jacques Blamont, que vous avez peut-être connu, il y a eu une coopération franco-indienne qui a été hyper enrichissante. Là, il y a eu des signatures avec la Chine et il y a une coopération franco-chinoise qui est en train de s'esquisser, qui va être très bonne aussi. Alors, on peut critiquer aussi le fait que, ben voilà, on ne soit jamais vraiment trop à l'avant-garde et toujours un petit peu dans des collaborations et qu'on soit partagé. Mais je pense que ça a du bon et je pense que ça a trait vraiment à la politique spatiale qu'on souhaite avoir. On avait un projet dans les années 80-90 qui a été annulé, qui avait commencé bien avant. On avait deux projets. On avait le projet Hermès de la navette spatiale, mais on avait un projet qui est un peu moins connu par le reste du public qui s'appelle Solaris. Et Solaris devait être une petite plateforme type station spatiale. Et donc voilà, tous ces projets-là ont disparu. On a préféré la coopération, on a préféré dépendre à droite à gauche des lancements avec les Russes, des collaborations avec les Américains. C'est aussi un choix. Je pense que ça a du positif. Je vois beaucoup de questions qui sont posées. Je vais, pour donner un petit peu de rythme à la conversation et au Zoom, on a une bonne vingtaine de minutes devant nous. Je vais proposer à ce que certaines personnes qui sont présentes activent leur caméra, activent leur micro et peut-être prennent la parole en posant des questions et en réagissant à ce que nous venons de dire. Est-ce que Nicolas Pillet, par exemple, Pillet, pardonnez-moi si je prononce mal le nom, je vous vois Nicolas assez dynamique sur le chat et je vous vois au taquet. Donc je vous propose, si vous souhaitez, d'intervenir. Oui, tout à fait. Nicolas Pillet, donc je travaille au CNES, au service sécurité des vols spatiaux à Toulouse, donc en charge de la réglementation technique associée à la loi des opérations spatiales. D'abord, je vous remercie parce que je suis également à la 3AF et donc la 3AF Toulouse, donc, et j'ai beaucoup de plaisir à écouter là, le débat depuis ce matin. Je trouve vraiment d'un niveau tout à fait intéressant, à la fois chez les jeunes et chez les plus anciens, voilà, qui brillent aussi par leur éminente réflexion. Donc, merci pour ça. Effectivement, bon, c'est un sujet qui me touche puisque je travaille depuis à peu près 3 ans dans ce service-là. Moi, je suis issu je suis ingénieur et j'ai fait beaucoup de propulsion. J'ai fait mes classes sur Ariane 5, voilà. Et ensuite, je me suis occupé d'un certain nombre de choses. Et je me suis aussi intéressé aux innovations chez les jeunes puisque j'ai été en charge d'accompagner les projets étudiants pendant quelques années pour lancer des fusées expérimentales à Biscarrosse, notamment le C-Space. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur la loi spatiale à 2 petits mots en disant, bon, ben, elle a le mérite d'exister. C'est Yannick Descata chez nous qui l'a lancée de façon assez audacieuse. Hein. On était un peu sceptiques autour et je pense que l'intuition est bonne. La France a doté d'une loi spatiale parce qu'elle a vu la nécessité de réguler les choses et je pense que c'est une bonne chose à la fois pour que l'espace soit durable et à la fois pour protéger le business. Bon. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas une loi mondiale, c'est une loi française. Alors, on essaie d'influencer autant que faire se peut. On n'est peut-être pas au niveau de ce qu'on a fait sur les drones, effectivement. Je note le point, parce que je ne voulais pas que sur les drones, on était finalement… Bon, alors, mettons-nous ça comme objectif, mais avec nos petits moyens, on est quand même, je crois, écouté en Europe. On discute beaucoup avec l'ESA, et l'ESA est très respectueuse de notre loi spatiale. Et voilà. Donc, elle est en pleine rénovation, et je peux vous dire qu'on y travaille ardemment pour justement intégrer tout ce qu'on appelle le New Space, les nanosatellites, le service en orbite. Et on discute on a une quinzaine d'opérateurs français majeurs, plus toutes l'émergence. Et donc, on discute avec eux pour mettre cette loi à jour. Et donc, ça devrait aboutir d'ici 1 an. Voilà. Donc, alors, je veux juste réagir sur la question, effectivement, de la sanction de pollueur-payeur. On y pense, évidemment. C'est pas simple parce qu'on est limité pour pas pénaliser. Il y a la distorsion de concurrence. C'est ça le problème, c'est que nous, on adresse uniquement les opérateurs français. Thales Alenia Space, qui vient de remporter le contrat Telstar, 300 satellites Constellation, il passera pas par nos fourches codines de la LOS, puisque c'est l'opérateur est canadien. Donc, on se rapproche du Canada, on discute, et heureusement, il y a des règles mondiales qui sont maintenant adoptées sur la non-génération de débris, sur l'anti-collision, sur le space traffic. Donc, tout ça, on y travaille, et moi, j'ai bon espoir qu'un jour, il y ait des règles un peu communes. Bon, je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, avec la Chine, on ait une convergence à 100%. Voilà, il y a quand même… ou avec l'Inde, par exemple, non plus, qui tire un peu un pétard de temps en temps. Bon, donc il faut, mais on y travaille et je pense que il ne s'agit pas de faire cocorico mais la France a quand même, Émilie Laubert qui a travaillé beaucoup là sur le juridique aussi. Enfin, on a des juristes qui travaillent. Je crois qu'on a en France, voilà. Ça c'était un premier point. Et puis là, je voulais du coup réagir aussi par rapport à aussi un certain pessimiste, M. Boissa, sur le fait que nos startups n'émergent pas. Moi, j'en ai rencontré une il y a une dizaine de jours qui m'a fait très bonne impression, qui est celle
Venture Orbital Space System à Reims. Je trouve qu'on a des gens talentueux, dynamiques, qui prennent des risques. Quand on met un petit banc d'essai de propulseur au premier étage d'un Algeco, je trouve que c'est quand même assez audacieux. Bon, donc, du coup, effectivement, il y a le problème de nos règles franco-européennes qui ne sont pas les mêmes que dans le monde anglo-saxon, sur l'entrepreneuriat, sur la liberté, sur les règles financières, juridiques. Mais on a aussi un problème, c'est qu'on manque aussi d'investisseurs et de mécènes. Moi, il me semble que je pense que c'est aussi ça. Moi, la puissance publique, elle est ce qu'elle est, elle a ses limites. Mais est-ce qu'on a des gens qui sont prêts à… Alors, je vois M. Boissa qui réagit, mais vous n'avez pas votre micro. Alors, peut-être que je dis est un peu naïf. Non, j'adore votre optimisme et votre regard, parce que je trouve qu'il est plein d'étoiles et c'est parfait. Il y a deux choses qui sont opposées. Le problème, c'est que, encore une fois, le système financier et juridique ne permet pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien les Américains avec des gens qui sont tagués milliardaires et qui investissent, mais c'est aussi suite à des appels d'offres, suite à des mécanismes où il y a aussi Boeing, il y a des entreprises qui mettent de l'argent. Nous, aujourd'hui, par exemple, le petit lanceur ISAR Aerospace, qui est en cours, qui fait partie des startups qui pourraient demain matin faire quelque chose d'incroyable, sous couvert de tout, il faut savoir que Airbus Defence and Space aide aussi. Tout le monde aide, mais différemment, parce qu'on n'a pas cette possibilité de le faire franco. Et donc, tant qu'on ne fera pas un problème avec le tabou de l'argent et qu'on ne permettra pas à des gens de devenir, entre guillemets, riches, puisque c'est tabou en Europe, on n'y arrivera pas, et donc on ne pourra pas avoir des startups qui passent le cap pour monter au niveau entreprise. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une réalité financière. Oui. Pardon, vas-y Stanislas, si tu veux, pardonne-moi. Non, mais je vois aussi une question dans le chat qui est en lien de Pierre Bourgeat. Oui, je pense que définitivement, il y a des problèmes que Philippe évoque bien qui se posent. Et là, je vois, il y a en effet un fossé dans la culture du risque entre les US et l'Europe. Maintenant, oui, il faut être ambitieux, oui, il faut donner sa chance. Aujourd'hui, je pense que définitivement, il faut plus être dans un rôle où on a une roadmap politique et technique qui décide ce qui est le futur, parce que honnêtement, je pense qu'on s'est planté et que tout le monde, moi le premier, on ne sait pas comment va être le futur. Ça, c'est les gens qui mettent des billes, c'est les gens qui plaquent tout pour se lancer dans des boîtes, qui ont une vision du futur. Est-ce qu'elle est bonne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut les suivre? Probablement, parce que ça ne coûte pas grand-chose. C'est eux qui investissent le plus, c'est eux qui mettent en danger leur vie. Donc voilà, je pense que en effet, faut donner leur chance. Et pourquoi tant de difficultés à trouver des investissements? Parce qu'aujourd'hui en France, alors c'est un peu moins le cas partout en Europe, mais aujourd'hui en France, on finance le digital, les marketplaces, ce qui ne demande pas de développement, ce qui ne demande pas de risque. On ne développe pas le spatial. Et puis, malheureusement, on le voit avec l'initiative Cosmic Capital, où le CNES investit tout ce qu'il peut et que derrière, Carista n'arrive pas forcément à trouver les fonds pour finaliser le fonds, parce que définitivement, les gens ne veulent pas investir dans des sujets où il y a du risque. Et c'est pour ça que derrière, on doit avoir des contrats, on doit faire grandir cette confiance envers les startups. Le plus beau exemple, c'est OneWeb. Pardon, Philippe, je voulais juste reprendre. Le plus beau exemple, c'est OneWeb. Ouais. OneWeb, qui est français, qui a été obligé de partir aux États-Unis et qui a été racheté par les Anglais et l'Inde. C'est là, ça, c'est vraiment la caricature. On a une dizaine de minutes. Non, Nicolas, je vais reprendre la parole, pardonnez-moi. Il nous reste une dizaine de minutes. On glisse plus là sur des sujets politiques. Ce serait bien qu'on reste sur le thème de la conférence qui est plus les enjeux juridiques, je pense. Il y avait une question qui a été posée par Nicolas Giacomin, que je connais puisqu'on coécrit parfois ensemble des articles sur le site Space Legal Issues. C'était une question sur les enjeux juridiques des débris spatiaux. Est-ce que Nicolas, tu veux la poser à l'oral ou est-ce que tu veux que tu prends la parole, Nicolas? Tu as accès à ton micro et à ta caméra? Tu peux ouvrir? Oui, alors bonjour à tous. J'ai juste un petit problème de caméra. Je ne sais pas si ça vous pose un problème. Non, vas-y. Vous ne pourrez pas voir, je l'ai essayé hier, elle fonctionne plus. Vas-y. Oui, alors en fait, moi je suis juriste de formation et je m'attache beaucoup à la question des débris spatiaux. J'ai fait mon mémoire de master sur cette question-là. Et en fait, je m'attachais justement à trouver des solutions, non pas techniques, mais plutôt juridiques,
sur la question des débris spatiaux. Donc, je posais dans le chat justement la question de savoir s'il fallait mieux que ce soit la technique qui résolve ce problème-là ou plutôt l'avancée juridique. Et en la matière, je trouvais que c'était intéressant de vous partager le fait que, par exemple, il y a une innovation juridique qui pourrait être envisageable et qui me paraît, moi, être la plus simple d'accès. Ce serait de, par exemple, tous les acteurs spatiaux comment dire, lors de l'envoi d'un objet dans l'espace, tout simplement de participer en payant une cotisation. Tous les acteurs spatiaux pourraient le faire et cette cotisation pourrait être redistribuée de manière à identifier par exemple les débris ou à des fins diverses, si vous voulez, soit à réduire les débris, à nettoyer l'espace directement, ou juste à servir à installer des dispositifs de détection qui permettront par la suite d'avoir un avenir dans l'espace périn. Voilà, je pensais que c'était une petite innovation juridique qui, je pense, est pas très dur à mettre en place, mais il faut encore une fois que tous les États s'accordent en même temps de concert à faire la même chose. Et ça, c'est un enjeu évidemment politique qui est beaucoup plus dur à mettre en place. Voilà. C'est une très bonne remarque, Nicolas, et je vais prendre le lead sur cette question pour t'y répondre. Ta question initiale était est-ce qu'on doit plutôt reposer sur le droit, est-ce qu'on doit reposer plutôt sur la technologie? Moi, je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Je pense qu'on doit avoir des règles qui sont beaucoup plus contraignantes, mais encore une fois, comme l'a expliqué l'autre Nicolas, on peut pas non plus, comment dirais-je, en termes de concurrence, nous porter trop préjudice. Et on ne peut pas être les seuls en France à s'obliger à des obligations qui ne seront par la suite pas respectées par le monde entier. On ne peut pas jouer un jeu auquel les autres ne participeraient pas. Je rappelle que pour l'envoi, en tout cas en orbite terrestre basse, et je crois que c'est le cas ailleurs sauf dérogation, mais la loi sur les relatives aux opérations spatiales, sur les opérations spatiales, prévoit la déorbitation en 25 ans des objets spatiaux. Il y a eu plusieurs normes ISO qui ont aussi œuvré en ce sens sur la question de la durabilité des débris spatiaux et des objets dans l'espace. On demande aussi parfois à ce que soient passivées les batteries. On demande vraiment une multitude de différentes obligations pour justement respecter l'environnement spatial. Et ça, je crois que c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans la mesure où il n'y aura pas un peu un cadre international, et pour l'instant, il n'y a que des guidelines, il n'y a que des propositions qui sont faites, il y a une tendance qui se dégage sur la question des débris spatiaux, mais il n'y a pas encore d'obligation. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a des tendances, mais il n'y a pas d'obligation. Et ça, c'est vraiment l'un des enjeux juridiques sur le court moyen terme. Transformer ces tendances peut-être en des obligations. Et ces obligations qui sont respectées par beaucoup d'acteurs français devraient l'être davantage par d'autres acteurs du monde. Je pense notamment à la Chine, je pense notamment à l'Inde, je pense notamment à la Russie qui s'est livrée à des tirs ASAT, mais aussi bien évidemment aux États-Unis qui, eux, font tout quand même pour réduire le nombre de débris spatiaux. Mais bon, ce sont des questions qu'on pourrait aborder un petit peu plus longuement, mais on n'a pas vraiment le temps. Et sur la question de l'innovation technologique, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets. Astroscale a été lancé récemment et vise à démontrer la déorbitation de certains gros objets spatiaux. Il y a une société américaine qui s'appelle Nanorax, qui est assez connue, qui est un interfacier entre l'ISS et entre des entreprises privées, qui est en train de développer un programme de wet workshop. L'idée, c'est de transformer, un peu comme dans le cadre de la mission Skylab, les anciens étages de fusée en des petites stations spatiales et des petites stations orbitales. Donc, en fait, il faudrait lancer un robot dans par exemple, un second étage d'Ariane ou un second étage, je sais pas moi, de Saturn V, s'il y en a encore qui tournent, pour les transformer ensuite en station spatiale. Il y a de plus en plus de projets. Il y a des lasers qui vont être tirés depuis la Terre pour pouvoir désorbiter certains objets, les envoyer sur d'autres orbites, etc., etc. Bon, il y a de plus en plus d'initiatives, mais je crois que le plus important sur la question des débris spatiaux, c'est à terme, et pour les juristes et pour les opérateurs, de transformer toutes les tendances en peut-être des obligations. On va devoir conclure cette conférence. Je voudrais faire un dernier petit tour de table. Il nous reste 5-6 minutes avant qu'on ne termine définitivement la conférence. Tout d'abord, j'espère que cette conférence vous a plu. C'était un petit peu une première pour la 3F. Je pense que c'était aussi une première c'était une première pour moi et peut-être pour d'autres d'y participer ou d'y assister. Donc l'objet de la réunion, c'était de réfléchir aux enjeux juridiques du New Space. On vous a un petit peu donné notre point de vue sur les grandes questions qui se posent aujourd'hui et comment est structuré un petit peu les activités spatiales d'un point de vue historique et d'un point de vue légal. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de vos questions. Je vous donne la parole, Philippe et Stanislas, rapidement pour un très court mot de conclusion. Et je vous remercie à tous pour votre participation et pour les questions que vous avez posées et d'avoir été présents ce matin. Au nom de la 3F et en notre nom, merci pour votre confiance et votre participation. Philippe, je te laisse la parole. Oui, donc moi je suis désolé d'avoir pas
avoir donné une image un peu pessimiste des choses, mais c'est juste histoire de réveiller simplement le fait qu'on a des atouts effectivement reconnus mondialement sur le monde juridique. La preuve, je vous ai donné comme exemple les applications des lois de drones qui sont copiées dans le monde entier tellement qu'elles ont été faites avec succès. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose. Et effectivement, le CNES a été un des pionniers sur le sujet pour monter tout ça. Maintenant, je voudrais juste qu'on ne soit pas dans le déni et qu'on se réveille parce que c'est vraiment urgent de mettre tous nos atouts pour nous permettre de reprendre notre place que nous avons malheureusement perdue. Donc, il est urgent qu'on redevienne à notre juste place, leader. Merci beaucoup, Philippe. Stanislas? Oui, ben, je voulais remercier la 3F. Toi aussi, Louis, je pense que tu as parfaitement tenu ton rôle. Tu as été super dynamique. Merci beaucoup. Ça a permis de bien orienter le débat. Sur les aspects juridiques, c'est définitivement je pense ce qui va faire la différence dans les prochaines années. On va pas stopper, je l'ai dit, on va pas stopper l'innovation. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Comment est-ce qu'on peut la réguler? C'est ce qui est important. Je suis pas autant un expert dans tout ce qui est drone, mais en effet peut-être s'inspirer d'autres choses. Je pense que définitivement on doit en effet allier technologie et régulation. Je pense que certains points soulevés, notamment par Nicolas, les deux Nicolas d'ailleurs, mais notamment Nicolas Jacobin sur l'aspect quand même essayer de faire payer pour ensuite envisager de nouvelles possibilités est un aspect super intéressant. Je pense également que chaque acteur doit se responsabiliser. Nous, on travaille pour valoriser ce qu'on laisse dans l'espace et on travaille pour laisser le moins possible dans l'espace. Pas parce que ça rapporte de l'argent, mais parce qu'on s'engage à le faire. Et je pense que les acteurs doivent également s'engager à faire ça de leur propre chef. Si on veut continuer à partager cette orbite basse et l'espace en général. Bon, merci beaucoup Stanislas pour ce très beau mot de fin. Je vous invite à bien évidemment tous continuer à suivre les activités de la 3F, de vous abonner aux newsletters et autres. Là, je fais un peu de pub, je vois Louis Le Pense très content. Je fais un petit peu de pub pour la 3F et je remercie aussi bien évidemment Michel Assouline qui est très dynamique et qui est à l'origine de ce projet. Michel Assouline, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité. Non, merci. Merci surtout d'avoir fait cette conférence. Merci Louis, merci à Philippe et à Stanislas. On a passé avec vous, on n'a pas vu le temps passer. Alors, on a eu droit à un sujet vraiment passionnant. Je pense que je m'adresse au président et au président d'honneur. Oui, on est là. C'était une grande réussite et c'est pour un coup d'essai, vraiment un coup de maître. Et c'est à recommencer très souvent. Voilà. Et je pense aussi, sur le sujet, Louis, Stanislas, Philippe, je pense que le sujet est tellement dense et tellement passionnant, je pense que ça mériterait un colloque à part entière. Ah oui, absolument. Donc, si vous êtes volontaires, messieurs, ça serait avec plaisir qu'on pourrait étudier la question. En tout cas, on pourrait faire largement déjà un deuxième épisode. Mais je pense que le colloque serait vraiment une bonne idée. Je pense que Michel en pense. Michel est avec nous. Michel Scheller, peut-être un mot à dire, parce qu'on a la chance d'avoir un président d'honneur. Ton micro est coupé, Michel. Il faut que tu l'actives. Oui, c'est plutôt le président d'honneur, comme on dit, qui est flatté de participer à des échanges de ce niveau, et je tiens effectivement à féliciter trois intervenants brillants, plus que ceux qui ont posé des questions. Et comme tu l'as dit, Louis, c'est une première, mais c'est une réussite et c'est porteur pour des manifestations de ce type un peu généralisées au sein de la 3AF. Donc, tous mes voeux accompagnent la 3AF. Parfait. Jean-François Coutry, si tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Oui, si vous vous autorisez quelques secondes. Oui, juste, Jean-François Coutry, c'est le secrétaire général de la 3AF et aussi l'animateur des groupes régionaux. Alors, je me permets d'abord de remercier tout le monde, de féliciter nos présidents, Michel et tous les intervenants, mais surtout, ce qui est très important, c'est deux commentaires que je veux faire. C'est répondre, je dirais, atténuer un peu le côté très militaire de la 3AF, parce que la 3AF couvre un domaine notamment lié à tout ce qui concerne l'aérospatial et l'aérospace, l'aviation commerciale et autres. Donc, il y a une
quand même, on est multispectral, on est très large spectre. C'est le premier point. Le deuxième point qui m'a passionné dans votre intervention, c'est d'une part la prolifération, le foisonnement de toutes les initiatives. Et même si, comme le disait Philippe, c'est un petit peu, c'est peut-être pas encore suffisant et suffisamment soutenu par les autorités. Et là, je veux faire une remarque opportuniste, c'est de dire que dans un autre domaine que je pilote au niveau de la 3AF, on a pu mener une action où on a reconnu que la 3AF était un acteur neutre et indépendant et qui permettait à ce moment-là de mettre autour de la table tous les acteurs, les gros comme les petits, pour pouvoir faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que moi, je suis très opportuniste. Je proposerais volontiers aux intervenants qui sont là de nous suggérer éventuellement d'autres noms pour qu'on puisse faire ce groupe d'action. Et parce que grâce à notre président d'honneur, notamment, nous avons accès au ministre de la Recherche, au ministre de la Défense et à tous les ministères. Et je pense que notre position très neutre peut quand même avoir une action. Et donc, moi, je solliciterais bien, après une réflexion, que l'on crée un groupe de travail sur ces questions-là, ça peut aller du technique au juridique, mais les intervenants pourraient même déjà nous façonner un petit peu ce groupe de travail pour qu'on lance une action, puisque vous semblez être, je dirais, en demande. Et donc, nous pourrions être une courroie de transmission grâce à vous. Merci Jean-François. C'est le rôle de la 3AF. En tout cas, je veux aussi ajouter des remerciements. Enfin, pardon, Jean-François, je t'en prie. C'est fini, j'ai rien d'autre à dire. Mais il faut aussi souligner le travail de Caroline qui est avec nous et qui a aidé à bâtir la conférence, donc que je remercie pour cet excellent travail. Et une autre personne qu'on n'a pas du tout entendue au début, qui est Cyril Chézy du groupe régional Île-de-France et qui nous a vraiment apporté une aide très éclairée dans l'organisation de cette conférence et que je remercie. Eh bien, merci à tous. Merci à tous et à la prochaine fois. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et au revoir.